Bien, mesdames, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour cette première séance de l'année 2022, alors ce qui me fait penser à vous souhaiter, pour ceux que j'aurais pas vus, même si et il y a des échanges de mails qui ont foisonné, et puis on a eu déjà maintes fois l'occasion de se voir, mais toujours est-il que je vous souhaite, et à titre perso, une très bonne année 2002, avec évidemment la santé et la sortie de cette crise sanitaire, je l'espère, au cœur des enjeux, et au cœur des enjeux aussi de notre collectivité et de notre commune. On se l'est dit au détour des quelques rendez-vous qu'on a pu avoir au cours du mois de décembre et du mois de janvier. La vie locale prend un coup évidemment depuis 2 ans. Donc à titre d'élu, je vous souhaite également de retrouver alors cette sérénité et puis cette surcharge à la limite de travail qu'on peut connaître en cette période de vœux. Donc voilà, de très bons vœux de ma part, de la part de Perrine aussi, je l'associe, à votre attention personnelle bien sûr, et puis au sein de ce conseil municipal, en espérant que nos travaux se poursuivront comme on a pris l'habitude de la mener. Je parlais de sérénité, j'aurais envie de parler aussi de constructivité aussi, puisqu'on a pris l'habitude tout le temps, quelle que soit l'instance, quel que soit le moment, quel que soit le sujet, d'échanger de manière très constructive et très courtoise. Donc si au cours de l'année 2022 on peut continuer de cette manière-là, ce sera bien mieux. Alors, je me dois de valider ou de vous faire valider la désignation de Marilyn Pchebichevski en qualité de secrétaire de séance, qui est pour. Voilà, donc Marilyn est élue secrétaire de séance, elle va procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Christian Média. Présent. Monsieur Valli. Elle est sur la route, elle nous a prévenu qu'elle était à Courcelles, mais avec le brouillard, voilà, ça prend peut-être un peu plus de temps. Jérôme Valin. Présent. Martine Laurent. De mes procurations, monsieur Christian Média, jusqu'à son arrivée. Ouais. Sébastien Ferrier. Présent. Audrey Robin. Présent. Samir Elabaou. Présent. Julien Tavernier. Présent. Daniel Doubel. Présent. Mariam Neres. De procuration à Sébastien Ferriot. Marie-Louise Bousmar. De procuration à Daniel Doubel. Jean-Paul Prévost. Prévost, pardon. Alain Secondor. Présent. Freddy Ravinsky. Présent. Edith Bovin. Présente. Marilyn Chebechevski. Laura Zouaoui. Sur la route. Maria Parisi. Françoise Morel. David Morgano donne procuration Marilyn Chebechevski. Marie-Christine Laruelle. Sylvain Collin. Présent. Delphine Rémilly. Élodie Flamand donne procuration à Jérôme Valin. Nicolas Boscoviac donne procuration à Freddy Ravinsky. Linda Ouraghi donne procuration à Samir Elabaou. Christophe Huon. Rémi Lissier. Tiffany Victor donne procuration à Rémi. C'est bon. Merci Marilyn. Non, on se posait la question du nombre d'absents. Bon, on est largement au-dessus du quorum. Alors en sachant que il y a quelques malades, notamment Marie-Lou, qui nous a donné des nouvelles, et puis des empêchés pour des questions professionnelles, évidemment. On pourrait toujours la faire plus tard, on pourrait toujours la faire à un autre moment, cette séance. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, parfois ça suscite encore plus de polémiques. Quand on l'organise à Lens, par exemple, à 14h, c'est des habitudes qui sont prises au conseil municipal de Lens. Bon, on n'en arrivera pas à ce cas de figure-là, mais il peut toujours y avoir des empêchés d'un point de vue professionnel. Allez, je vous propose donc d'aborder l'ordre du jour donc de cette séance. Alors, réglementairement, vous savez qu'on est tenu d'en tenir une tous les trimestres. La dernière
remonté au mois de novembre dernier. Et en l'occurrence, on avait un peu de marge. On avait un peu de marge pour organiser cette séance-ci, d'autant plus qu'on va rentrer dans un cycle, et Jérôme le dirait mieux que moi, dans un cycle budgétaire avec le rapport d'orientation budgétaire qui va vous être présenté au mois de mars prochain, et puis le vote du budget, on reviendra sur les dates tout à l'heure, qui va suivre. Toujours est-il que cette séance a été rendue obligatoire du fait de deux délits, vous les avez vus dans l'ordre du jour, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, qui concernent l'adhésion au groupement de commandes sur les assurances statutaires et la prévoyance. Groupement de commandes dont le chef de file est le CDG 62 et pour lequel on se devait d'adhérer avant le 31 janvier. Donc ce qui explique qu'on se voit donc aujourd'hui. Alors j'évoquais au préalable le procès verbal, alors la tenue de notre dernière séance du 23 novembre 2021. Je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des remarques quant au compte rendu qui vous a été proposé. Aucune remarque, qui est pour adopter à l'unanimité donc ce compte rendu. Le compte rendu des décisions prises du 19 novembre 2021 au 12 janvier 2022. Alors vous savez que parfois, je rentre dans le détail, parfois je me permets, comme le règlement intérieur me le permet, de les survoler. Alors là, c'est peut-être l'option que je vais choisir, puisqu'il y en a une trentaine de décisions. Alors vous les avez toutes dans le détail comme en synthèse. Je ne sais pas si elles suscitent de votre part des questions, alors d'autant plus qu'il y a un gros pavé qui concerne le marché de Noël qui permet de revenir là-dessus, puisque c'est la grosse manifestation attendue ici à Le Forêt et qui pour le coup a réussi. Donc vous avez pu voir que beaucoup de décisions relevaient de ce marché de Noël. Alors je me suis amusé à faire le compte. On en a pour 22 000 euros à peu près, en termes d'animation, de logistique, etc. Plus évidemment tout ce qui peut être induit comme coût lié à cette manifestation qui était attendue et qui a vraiment réussi. Après, je ne sais pas, quelques décisions, travaux. Bon, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure, mais on peut le revenir déjà tout de suite sur les travaux de la RD 161 à la rue Casimir Bonnier, puisque des deux décisions portent là-dessus. Peut-être très brièvement revenir sur la 2021-84 et notre décision de recourir au cabinet Montesquieu, puisque notre accompagnement de la famille Lazare-Crossi se poursuit. On reviendra sans doute plus dans le détail de ce qu'on envisage de faire maintenant lors du prochain conseil municipal, puisque suite après les avoir rencontrés, en même temps que l'association CatNat, il a été décidé notamment d'agir contre leur assureur aujourd'hui qui fait la sourde oreille à leurs problèmes. Et donc à l'occasion du prochain conseil municipal, on n'était pas complètement prêt aujourd'hui, puisque on a pris attache du bureau d'avocats. Il s'agira peut-être d'évoquer, mais de mettre à votre approbation les possibilités qu'on a de les accompagner. Donc des échanges fréquents avec CatNat comme avec les sinistrés, monsieur Lazare et madame Crossi, de manière à savoir comment on va agir, mais je ne souhaite pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, puisque il y aura une délibération qui portera sur notre accompagnement, en tout cas que je vous proposerai à l'occasion du prochain conseil municipal. Voilà, donc je ne m'étends pas plus sur ces décisions. Je ne sais pas s'il y a des demandes de précision de part et d'autre, des compléments d'information ou le souhait de rebondir sur telle ou telle action qui a pu être menée. Allez-y, monsieur Miquet, je vous écoute. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est dans ce cadre-là. Alors, le cabinet Montesquieu nous a accompagnés à l'origine, dès le départ, en fait, pour essayer de mettre l'État devant ses contradictions et notamment revenir sur les décisions de ne pas reconnaître la ville de Le Forêt en état de catastrophe naturelle. Donc il nous accompagne, donc on est sur un reliquat d'accompagnement. Il se pourrait très bien, mais je répète, j'en tire pas beaucoup plus à ce stade-ci, il se pourrait très bien qu'on change un peu notre fusil d'épaule, qu'on flèche une autre cible, en l'occurrence l'assureur plus que l'État, et ce serait avec un autre bureau d'avocats par l'intermédiaire de l'association CatNat. Mais en tout cas, le cabinet Montesquieu, c'est effectivement dans ce cadre-là sur un reliquat d'accompagnement en fait de la démarche qui suit son cours d'ailleurs.
Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? J'en sais rien, mais en tout cas, nous, de notre côté, on continue d'attaquer sous cet angle-là. Et avec l'association CatNat, on envisage, mais on en reparlera, d'attaquer cette fois-ci l'assureur. D'autres questions? Aucune. Mais écoutez, on passe donc aux délibérations. Alors, je ne vais pas dire que la délibération de 1 qui porte sur cette possibilité de revendre notre ferraille est anecdotique, hein, si ce n'est que vous savez que la ville de Leforest, comme une grosse majorité des autres communes partenaires de l'EPCI de la CAC, a dans le cadre d'un groupement de commandes un marché de bennes, donc qui est dévolu à un prestataire, et ce marché de bennes permet justement de collecter, alors ce sont nos dépôts sauvages, nos déchets d'activité bien sûr, qui passent par cette benne, ces encombrants qu'on peut rencontrer à droite, à gauche, enfin voilà, on est bien sûr en marge du service de collecte des déchets ménagers, qui lui relève de la compétence de la communauté d'agglo. Hein. Donc on est bien sur nos déchets propres qui sont collectés par la ville, et il s'avère que dans ce cadre-là, il y a bien sûr, hein, dans les encombrants qu'on peut trouver dans nos fossés, dans les dépôts sauvages, parfois de la ferraille qui peut être valorisée, et la trésorerie nous a demandé de formaliser cet aspect-là des choses, cette valorisation, donc cette possibilité de revendre la ferraille en fait à notre prestataire, hein, par le biais d'une délibération qui vous est ici présenté. Donc quelque chose de pas bien compliqué, je l'espère en tout cas à appréhender, hein, si ce n'est que c'est une formalité réclamée par la trésorerie de manière à ce que dans nos bennes, quand on trouve de la ferraille, on est en mesure de la revendre au cours du marché, bien sûr. Pas de questions à ce sujet? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération de 2 porte sur la possibilité qu'on pourrait, alors d'abord, de s'engager sur la rénovation de la salle Poré. Alors la rénovation de la salle Poré, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer 2 fois, puisque elle a fait déjà l'objet d'une demande de subvention auprès de la CAC et également une demande de subvention auprès du département qui serait prêt bien sûr à nous accompagner. Donc cet aspect-là des choses, on le reverra sans doute au moment du rapport d'orientation budgétaire que j'évoquais à l'instant et du BP. Hein. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Comment ça se fasse dans le temps? Tout ça, ça vous sera détaillé ultérieurement. Là, on est en capacité d'aller chercher une subvention supplémentaire. Alors, en tout cas, d'en solliciter une. On ne sait pas si on aura un gain de cause auprès de l'État et au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 2022. Donc, on a une enveloppe estimée de travaux à 1,5 million hors taxe. Hein. Alors, initialement, on s'était dit que, alors il y avait des postes auxquels il fallait nécessairement s'attaquer. On sait que la salle Poré est très froide l'hiver de par son manque d'isolation, donc il était nécessaire de s'attaquer à la toiture apparente, hein, voilà, et dans le jus, hein, d'origine pour le coup, un peu comme on l'a fait avec la salle Courmont. Il était nécessaire de s'attaquer au mur de verre aussi, qui est pour le coup un vrai passoire énergétique également, hein. Alors d'abord au sens très propre du terme, au vu de son état aujourd'hui, et au sens figuré, puisque il suffit d'y poser la main pour se rendre compte que évidemment il n'y a pas beaucoup de freins à la chaleur qui passe par là. Donc on s'était d'abord attaqué à ces 2 postes-là, puis on s'est dit pourquoi pas réfléchir en fonction des possibilités de subvention qu'on aura à d'autres postes tels que la réfection du sol, d'autres aménagements. Enfin, on verra où ce projet va nous mener, puisqu'aujourd'hui le programme n'est pas encore écrit, la maîtrise d'œuvre est loin d'être choisie, et donc on est vraiment sur un montant estimatif à la louche, entre guillemets, mais quand même cohérent par rapport à la charge de travail auquel on pourrait s'exposer. Donc voilà, on est sur un montant, hein, que vous avez sous les yeux à hauteur de 1 500 000 hors taxe. Et on est en capacité d'aller chercher auprès de l'État 20% des dépenses éligibles. Donc on est sur la délib qui nous permet de monter le dossier de subvention, de le présenter bien sûr, hein, donc au tout début de quelque chose. Hein. Ce qui est acquis, je le répète, ce sont les aides du département et les aides de la communauté d'agglo, hein, ça c'est fait. Bon, on verra une fois mis bout à bout toutes ces aides, ce qu'on sera en capacité d'engager comme travaux, et surtout quand on sera en capacité bien sûr de les engager. Voilà, y a-t-il des remarques à ce sujet? Aucune. Qui est pour? Adopté
à l'unanimité, je vous remercie. Les délibérations suivantes, alors, la délibération 3.1 peut permettre, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous le validez, d'attribuer à l'association Patte Blanche 62 une subvention exceptionnelle à hauteur de 500 euros. Alors, pour resituer cette délibération-là dans son contexte, il existe d'abord une vraie problématique, à Le Forêt comme ailleurs, on ne va pas stigmatiser, mais c'est des choses qu'on rencontre et dans tous les quartiers, qu'ils soient anciens ou neufs, et dans toutes les villes, une problématique liée aux chats errants, vous savez, aux capacités qu'ont les chats à se reproduire à partir du moment où il n'y a pas une gestion des populations. Et donc évidemment, avec une problématique sociale, pas forcément sur notre territoire, mais Patte Blanche 62 disait dernièrement, expliqué dernièrement en cellule de veille que sur Carvin, ils ont retrouvé une mamie avec 20 chats à l'intérieur de son logement. Donc voilà, je ne vous raconte pas les nuisances en termes d'hygiène que ça peut causer. Donc une vraie problématique sociale, une problématique liée au cadre de vie aussi, parce que on pourrait parler d'hygiène à l'intérieur du logement, mais aussi à l'extérieur, et puis parfois les interférences, ou en tout cas les soucis que ça peut causer de voisinage quand il y a trop de chats qui se baladent de part et d'autre des logements. Enfin bref, bon voilà, il y a effectivement cette nécessité de s'attaquer à la prolifération. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas c'est peut-être celui qu'on arrive le plus à comprendre, à la prolifération des chats errants. Et ça fait quelques temps déjà qu'il y a un partenariat établi entre la ville de Le Forêt et Patte Blanche 62, alors à tel point que Patte Blanche 62 a déjà agi, et ce sont plus de 80 chats, vous le retrouvez dans le corps de la délib, qui ont pu bénéficier d'un accompagnement, mais surtout d'une stérilisation, qui permet évidemment de geler cette reproduction, de geler cette prolifération. Et puis ça va bien au-delà, bien sûr, de la simple stérilisation. Il y a tout un accompagnement avec le vétérinaire. Nous, on a mis un petit local à disposition de l'association de manière à ce que le chat post-opération soit suivi, parce qu'il y a tout le temps des risques après de contamination, d'infection, etc., ce genre de choses. Donc voilà, il y a une vraie attention qui est portée. La démarche à l'époque quantitative, à arrêter le nombre de chats à Le Forêt et dans les quartiers, mais elle est également qualitative, puisque c'est d'abord une association de défense de l'animal dont il s'agit, Patte Blanche 62, et je peux vous garantir qu'elle connaît son métier et elle est vraiment bienveillante. Et donc à ce titre-là, ça fait bien longtemps qu'on bosse ensemble. Que parfois cet asso a été en mesure de mobiliser des subventions, parce qu'évidemment quand elle fait intervenir un vétérinaire, c'est à hauteur de 50 euros la stérilisation par exemple, c'est un ordre d'idée que je vous donne quant au coût de chacune des opérations. Donc il y avait l'association 30 millions d'amis qui l'a accompagnée pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle arrête de les accompagner financièrement. Alors l'asso ne réclame pas forcément beaucoup, parce qu'elle mène en parallèle des actions caritatives, de la revente d'objets. Elle était présente, pas cette année, mais il y a 2 ans je pense, à notre marché de Noël, pour se faire connaître, mais aussi récupérer un peu de ressources. Et là en fait, pour conforter, donner du sens, valoriser le partenariat, c'est 500 euros qu'on se propose d'octroyer. Alors il n'est pas dit qu'on ne revienne pas d'ici quelques temps, au bout d'un certain cycle, quand il y aura un certain nombre de chats qui auront été accompagnés, stérilisés, qu'on ne reviendra pas sur une rallonge. Mais aujourd'hui, alors ça ne relève pas complètement de l'ordre du symbolique, j'insiste là-dessus, ça relève vraiment de cette volonté qu'on a de montrer qu'on agit sur cette question-là à Le Forêt, ce qui n'est pas tout le temps le cas ailleurs, et puis d'être garant, en fin de compte, de l'action de l'association Patte Blanche 62. Voilà ce que je souhaitais dire. Je ne sais pas si vous avez là aussi des questions sur ce sujet, alors sur l'asso, peut-être sur les chats errants, d'une manière générale. Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Sujet plus léger, peut-être encore que une subvention exceptionnelle également qu'on se propose d'associer alors à un jeune forestois, accompagné de quelqu'un extérieur, mais on n'est pas sectaire ici, qui va participer au 4L Trophy. Alors le 4L Trophy, on a déjà accompagné des jeunes forestois, hein, souvenez-vous, ça remonte à 4, 5, 6 ans, voire plus. Ils avaient été présentés d'ailleurs à l'occasion d'une cérémonie des vœux. Alors le 4L Trophy, comme son nom l'indique, hein, consiste à entreprendre un rallye en 4L, un rallye humanitaire pour le coup, qui s'adresse à des étudiants et un rallye humanitaire qui vise à livrer au Maroc alors du matériel pédagogique, des fournitures scolaires, des vêtements, etc. Alors il y a une dimension bon voilà, rallye et sportive qui est accordée bien sûr, parce qu'il faut y aller quand même là-bas en 4L, qui est accordée à ce rallye, hein, puisque là aussi vous l'avez dans la délib, c'est 6500 km qui sont parcourus pour relier la France au Maroc en 12 jours, mais il y a aussi, et c'est ce qui justifie peut-être plus encore que l'accompagnement de jeunes, bien qu'on le fait dans d'autres, et parfois des jeunes champions, on a su les accompagner aussi, hein, mais c'est ce qui justifie encore plus cette proposition que je vous fais de leur attribuer une subvention de 300 euros, c'est cette dimension humanitaire qui est accordée au projet, puis cette restitution qui pourrait être faite. Moi je me souviens qu'à l'époque, les deux participants avaient aussi restitué leur projet auprès du CMJ, bon, qui n'avait pas forcément suscité des vocations, mais enfin en tout cas des échanges sur tout ce que j'ai pu évoquer, puisqu'on parle d'un autre pays, on parle d'une autre culture, on parle d'autres besoins, et donc c'est toujours intéressant à partager ce genre d'expérience. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, 300 euros. En tout cas, alors le jeune de la Forestois, c'est Clément Hainaut, hein, il habite pas très loin d'ici, mais suffisamment loin pour pas nous entendre. Mais en tout cas, on lui dira. Et son camarade, c'est donc Julien Lefebvre, tous deux étudiants en BTS, agronomie, production végétale, à Genève. Voilà. Des remarques? Des questions? Aucune? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération 4.1. Alors, on a. Alors, la 4.1 comme la 4.2. D'ailleurs, on a été saisi par le président de la communauté d'Aglo pour donner, d'abord, et c'est l'objet de la délibération 4.1, notre avis sur la révision du plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur. Alors, pour faire court, la loi Allure encadre depuis quelque temps et positionne en chef de file la CAC dans le cadre de la gestion et l'attribution du logement locatif. Donc les EPCI, alors surtout pour les EPCI dotés d'un PLH, et ça c'est l'objet de la délib suivante, hein, le PLH, plan local d'habitat, qui vient en quelque sorte encadrer les politiques d'habitat et de l'EPCI et des bailleurs et des communes, bien sûr, membres de la CAC. Alors le plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur vise à rendre, alors je ne suis pas en train de dire qu'elle l'était peut-être moins avant, mais rendre plus transparente le parcours parfois de combattants, des demandeurs de logement jusqu'à l'obtention. Alors plus de transparence, des critères. Alors vous avez la liste des critères, hein, il y en a 16 prioritaires et 9 facultatifs qui permettent en fin de compte de hiérarchiser l'instruction des dossiers qui sont eux déposés à l'échelle de la communauté d'Aglo. Hein. Aujourd'hui, alors je suis pas en train de dire qu'avant ça ne l'est pas, qu'avant c'était la part belle qui était faite au clientélisme ou au favoritisme, mais en tout cas aujourd'hui c'est de manière très transparente, très transversale à l'échelle des 14 communes que sont instruits les dossiers de demande de logement, et n'importe qui peut aller dans n'importe quelle commune pour demander où en est son logement, pourquoi il avance pas, pourquoi il est retardé et sur quelle base, à partir des critères dont vous avez le détail. Donc je ne vais pas revenir sur la totalité des critères, hein. Vous avez bien compris qu'il y a un système de cotation, de pondération, hein. Plus le cas est difficile, plus le cas est nécessiteux, plus le besoin est apparent, et évidemment plus le dossier prend des points, hein. Mais c'est en tout cas l'idée de ce plan partenarial de gestion de demande et d'information du demandeur, c'est de rendre les choses très transparentes et de mettre tout le monde sur la même ligne de départ, ce qui parfois n'était pas complètement le cas. Donc aujourd'hui, de la transparence et de la lisibilité qui sera accordée à travers cette cotation dans l'instruction
des dossiers de demande de logement. Des questions là-dessus? J'ai essayé de faire court parce que vous avez le dossier sous les yeux, il fait quelques pages et il vous a été transmis. La délib, elle aussi, se veut très complète, mais un peu plus synthétique que le document qui l'accompagne, et mes propos encore plus synthétiques pour le coup. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'encadrer l'attribution de logement à travers un système de cotation qui aujourd'hui est homogène à l'échelle de la communauté d'agglo, qui est chef de file du coup des attributions de logement. Pas de remarques, pas de questions? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La 4.2, directement en lien avec la 4.1, va nous permettre de donner un avis. Alors là, pour le coup, en levant la main, on a donné un avis favorable, bien sûr. Et là, de la même manière, c'est votre avis que je sollicite quant à la révision du plan local de l'habitat de la communauté d'agglo d'Hénin-Carvin. Alors la révision, parce qu'il y a eu 2 éditions précédentes sur les 12 ans écoulés. Et donc là, on parle bien de la période 2022-2028 et des politiques qui seront justement menées, alors là aussi par la CAC, par ses communes membres, par les bailleurs, les politiques qui seront menées en termes d'habitat et qui permettront, donc les objectifs là aussi, vous les avez, qui permettront d'avancer encore plus sur la réhabilitation, d'avancer encore plus sur la mixité sociale, d'avancer encore plus sur les réponses qui peuvent être apportées aux personnes en difficulté, alors en difficulté sociale, mais aussi aux personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient vieillissantes ou dans une situation de handicap. Le logement des jeunes est aussi une des priorités. Enfin bon voilà, le PLH, c'est un peu tout ça. Il vient encadrer la politique d'habitat dont est chef de file la communauté d'agglo, qui ne peut pas faire bien sûr sans les bailleurs, qui ne peut pas faire sans l'État, qui ne peut pas faire sans les communes membres. Mais en tout cas, il y a un document cadre qui s'appelle le PLH, qu'il est proposé aujourd'hui, qui est mis à votre avis pour la période 2022-2028. Alors peut-être en termes de timing, vous précisez que ce document-là qui vous a été proposé et que vous avez en annexe est issu d'un diagnostic et qu'il y en aura sans doute d'autres qui seront proposés ici au conseil municipal et qui feront état d'actions, alors peut-être un peu plus concrètes avec les moyens qui vont avec. On est vraiment là ici sur un état des lieux, une prise de conscience qui permet de prendre à bras le corps les sujets prioritaires, de les lister, de les flécher comme priorité, comme politique, et de pouvoir avancer là-dessus sur les 6 ans à venir. Des remarques? Des questions? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 4.3 porte sur la demande de participation, alors au titre du dispositif déplacement doux du conseil départemental, puisque on l'évoquait tout à l'heure avec 2 des décisions, 2 des 30 décisions sur lesquelles je suis parvenu, mais et notamment sur les travaux liés à la rue Casimir-Beugnet, puisque alors là aussi, pour resituer un peu dans le temps, pour recontextualiser les travaux de la rue Casimir-Beugnet, vous savez qu'ils ont été déclenchés presque de manière un peu opportune. Alors il y avait un réel besoin, évidemment, d'intervenir sur cette voie, alors qu'il y a une vraie départementale, avec 7, 8, 9, 10 000 véhicules par jour. Donc une vraie départementale qui relie aussi Évin à Le Forêt et qui connaissait plusieurs problématiques. Alors d'abord paysagère au vu de son état de dégradation, sécuritaire évidemment parce qu'une belle ligne droite sur laquelle on roulait vite, et puis aussi en termes de mobilité douce, il n'y avait pas forcément de réponse qui était apportée notamment au collège, aux collégiens qui venaient d'Évin, puisque pas de piste cyclable et c'était très fréquemment qu'on constatait que les élèves qui venaient d'Évin roulaient sur les trottoirs, qui plus est très dégradés avec les arbres qui étaient en fin de vie. Donc quand je disais que c'était de manière opportune qu'on a entrepris le démarrage des travaux, c'est parce qu'on a d'abord sauté sur l'occasion, et on a eu l'occasion d'en parler ici dans cette salle, on a d'abord sauté sur l'occasion qui nous a été proposée par RTE dans le cadre des mesures compensatoires, souvenez-vous, RTE, renforcement de la ligne THT, et donc des mesures compensatoires qui consistaient d'abord
à enfouir la moyenne tension qui traversait le secteur de la rue Marceau jusqu'à la rue Basely. Et puis aussi, dans le cadre de ces mesures compensatoires, il nous a été proposé de travailler sur l'enfouissement des réseaux basse tension, cette fois-ci électrique. Donc il y avait voilà, cette possibilité-là de mutualiser peut-être les travaux qui allaient être faits. Et le projet a pris de l'ampleur. On a mis les partenaires qu'on se devait de mettre derrière nous dans le coup, à savoir la CAC sur l'enfouissement des NTIC et puis quelques interventions sur les réseaux d'eau et d'assainissement, le département sur la réfection des voiries en prenant à notre charge le reste, bien sûr, qui était, qui dans la plupart des cas de cette figure, consiste à prendre à notre charge la réfection des trottoirs, avec la volonté de répondre aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, hein, sécuritaires, paysagers, et puis bien sûr encourager la mobilité douce à travers donc cette voie verte. Alors cette voie verte, aujourd'hui, on en devine les contours, les prémices quand on va de Le Forêt vers Évin, puisque c'est le trottoir de droite qui sera consacré à la mobilité douce. Donc j'entends par là la circulation piétonne et la circulation cycliste, puisqu'on a renvoyé de l'autre côté le stationnement, donc avec des aménagements sécurisés, bienvoyants, qui permettront justement de distinguer les flux automobiles, piétons, voitures, enfin bon voilà. Et donc aujourd'hui on a cette possibilité. Alors on avait déjà évoqué ce dossier, hein, puisque cette voie verte, cette voie douce, avait fait l'objet déjà d'une première demande de subvention auprès du département qui nous avait permis d'obtenir 33-34 000 euros, c'est bien ça. Sauf qu'entre-temps, les critères ont changé et aujourd'hui on est en capacité d'aller chercher 80 000. Donc vous savez qu'à Le Forêt il n'y a pas de petites subs, il n'y a pas de petites économies et donc le dossier est dans les tuyaux depuis bien longtemps, ce qui explique que les travaux bien sûr ont pu démarrer, mais ce qu'on se propose à travers cette délib là, c'est d'actualiser en quelque sorte le mode d'accompagnement, le seuil d'accompagnement du département, puisque c'est 80 000 euros qu'on est en capacité aujourd'hui d'aller chercher. Alors sur une dépense globale estimée à 241 444 euros hors taxe, hein, vous avez le détail dans la délib, mais voilà, on a eu 34 000. Aujourd'hui, le département consent à revoir ses critères d'attribution. Alors c'est une politique issue apparemment de la période de confinement, de la crise sanitaire qu'on a rencontrée, puis de ces velléités, cette émergence de la mobilité douce et de l'utilisation du vélo, hein, donc, qui a incité le département à cautionner, à encourager, à subventionner donc toujours plus les projets. Donc voilà, on vient juste actualiser notre demande aux critères d'attribution en place actuellement et pas ceux qu'on avait fait valoir il y a 6 mois je pense, quand on avait présenté déjà cette délib là pour le même projet mais pour d'autres montants. Y a-t-il des questions? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors on reste sur la rue Casimir-Beugnet, on reste sur une aide qu'on se propose d'aller chercher auprès du département. Par contre, on ne parle plus de la voie douce, même si évidemment tout est lié et tout est complémentaire, hein, puisque c'est du carrefour à feu dont on parle. Alors là aussi, on a eu l'ambition à un moment, sauf qu'on n'a pas pu aller jusque-là, l'ambition d'aménager un rond-point à la sortie donc, de la rue Léo-Lagrange, enfin en croisement rue Léo-Lagrange et rue Casimir-Beugnet. Donc c'était dans le projet initial. Aujourd'hui, c'est parfois bien compliqué de boucler le budget, un budget de rénovation complète de voirie, hein, puisque je le répète, on est quand même arrivé à 1,5 million de dépenses, tout partenaire confondu, hein. Je parlais de l'intervention du département, de la CAC, de la RTE et de la note, donc on est quand même sur un beau projet à 1,5 million, mais qui aujourd'hui nous incite à ne pas aller beaucoup au-delà, notamment en aménageant un rond-point, et donc on a revu un peu nos ambitions à la baisse avec l'aménagement d'un carrefour qui peut faire l'objet d'une demande de subvention au titre du dispositif OSMOC, hein, donc le coût est moindre, hein, évidemment. Le rond-point
dont je vous parle, c'était quelque chose comme 340 000 euros. Aujourd'hui, on est sur un carrefour à feu à 146. Alors peut-être que ce carrefour à feu n'engendrera pas la même fluidité, mais en tout cas les mêmes conséquences en termes de gestion de la vitesse, puisqu'évidemment, quand on a un carrefour à feu qui permettra surtout à ceux qui sortent de la rue Léo Lagrange aux heures de pointe de sortir en toute sécurité, en toute sérénité, viendra casser la vitesse quand même et répondre à cet enjeu sécuritaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, on n'est pas là pour comparer un rond-point à un carrefour. Nos possibilités budgétaires ne nous permettent que de faire un carrefour à feu, puisque vous avez bien compris en lisant cette délib que c'est 40% de ce coût qu'on se propose d'aller chercher auprès du département et que le reste est bien sûr à notre charge. Donc voilà, ce qui explique un petit peu le fait qu'on ait changé un peu notre fusil d'épaule sans dénaturer complètement le projet et sans perdre de vue les objectifs initiaux sur lesquels je ne reviens pas. Voilà, y a-t-il des remarques à ce sujet? Aucune, donc on parle d'un carrefour à feu, à 146 000 balles, et qui viendra gérer la circulation et la sécuriser au niveau, alors qui aura, et je le disais, c'est complètement en lien bien sûr avec cette voie douce, puisque la voie douce elle est de l'autre côté, elle permettra aussi, grâce au carrefour à feu, aux collégiens, de traverser, et aux cyclistes d'une manière générale, et aux piétons également, de traverser en toute sérénité. Mais enfin un carrefour à feu qui se situera bien sûr au croisement Léo Lagrange, Casimir Beugnet. Des demandes de précision? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, dans le même ordre d'idée, bien que la réflexion ici soit plus globale, la délibération 4.5 concerne une demande d'aide, alors au titre du FEDER, auprès des fonds européens, sur l'aménagement, en tout cas l'identification d'un itinéraire traversant le forêt et qui permettrait de sécuriser aussi l'utilisation des modes d'eau. Alors quand je parle d'identification, c'est parce que parfois on parle déjà de portions existantes sur lesquelles il faut retoucher, et je pense notamment à la boucle numéro 11 qui traverse la Cité du Bois, qui passe par le cimetière et qui rejoint la gare. Donc là on a déjà quelque chose d'existant qu'il s'agit peut-être de renforcer en termes de signalétique, en termes d'aménagement, mais on est bien sur quelque chose déjà en place. Et à partir de là, l'idée c'était de travailler sur une liaison alors qui rejoindrait la voie douce Casimir Beugnet, une liaison un peu transversale, un peu rayonnante en fin de compte, puisqu'elle elle va pas d'un bout à l'autre du territoire, mais elle vient le traverser de manière perpendiculaire presque, et qui permettrait donc de relier la boucle numéro 11 au rond-point Casimir Beugnet. Donc vous connaissez le secteur comme moi, vous imaginez l'itinéraire comme moi, ça nous fait passer par la rue de Cailleux, ça nous fait passer par la rue Calvaire, ça nous fait sécuriser le croisement Voltaire, Basely, le carrefour à feu du Calvaire pour permettre aux vélos de passer en toute sécurité, donc à travers peut-être un itinéraire déviant en passant alors soit par la rue de la Piscine, soit par la rue des Bleuets, mais qui permettrait de retrouver bien sûr la rue Léo Lagrange et puis la rue Casimir Beugnet que je viens d'évoquer. Donc vous voyez la réflexion bien plus globale, donc un coût bien plus global aussi, puisqu'on est sur un projet qui, quand on met les initiatives bout à bout, l'existant bout à bout, ce qui est dans les cartons bout à bout, nous mène à 445 000 euros et quelques, et on est donc en capacité d'aller chercher, alors au moins à travers cette délire, mais surtout à travers le travail qui a été fait pour valoriser la démarche, 70% des dépenses éligibles auprès de l'Europe. Donc c'est pas une garantie à valider cette délire, mais en tout cas c'est la première marche que je vous propose d'emprunter jusqu'à l'obtention peut-être de cette subvention qui permettrait de mettre en quelque sorte les maillons les uns derrière les autres et d'être en mesure de traverser. Alors il n'y a pas de science exacte, on n'est jamais sécurisé à 100%, sauf à être en site propre partout et encore parfois, mais en tout cas d'offrir un itinéraire doux à ceux qui le souhaiteraient et qui permettrait de relier la Cité du Bois
au pas de la ville et puis de pouvoir, aux environs de la rue Cailleux, rejoindre le centre-ville, rejoindre le collège, rejoindre le rond-point Casimir Beugnet en toute sécurité, ou en tout cas ça y ressemblerait. Des questions là-dessus, sur ce projet? Sans doute, sans doute. Alors comme je le disais, il y a déjà de l'existant, il y a de la Valo notamment. Il y a une part de la rue Casimir Beugnet qu'on retrouve aussi dans ce dossier. Il y a de l'intervention du département aussi, puisque la rue Cailleux, dont le marquage est transitoire aujourd'hui, puisque l'itinéraire cycliste existe, il est en jaune, ce qui est plutôt révélateur de son caractère transitoire et pas définitif. Donc c'est tout le temps un projet qui a été en suspens dans l'attente aussi des travaux du démarrage des travaux de Soamco. Et on est sur un enrobé encore qui appartient cette fois-ci au département d'être réfectionné et qui est transitoire. Donc ce sera inscrit au budget primitif, mais ce sera aussi valorisé. Il y aura des recoupements à faire, comme je le disais. On est dans l'identification d'un itinéraire aujourd'hui, et avec plusieurs petites opérations, ou des grosses, quand on parle de la rue Casimir Beugnet, qui viennent se mettre bout à bout, en fait, pour arriver à quelque chose de global, de transversal, et qui a du sens de part et d'autre de l'euphorie, en quelque sorte. Mais on n'est pas forcément que sur une opération propre alors j'ai plus le montant en tête, sur une opération propre à 445 000 euros. On est plus sur des maillons qui sont mis bout à bout et qui font valoir ce coût au final. Mais on aura l'occasion largement d'en reparler, bien sûr, au budget primitif. Alors, il y a parfois, vous savez, puisqu'on en parle, il pourrait y avoir notamment des interventions qui se font dans le cadre de notre marché à bon de commande. Notre marché à bon de commande qui, tous les ans, ce qui explique d'ailleurs un avenant dans le cadre des décisions, je ne sais pas si vous avez vu, mais un marché à bon de commande qui, tous les ans, apparaît à notre budget. Apparaît dans notre budget primitif et qui pourrait en partie ou essentiellement être consacré à ça. J'évoquais la rue Casimir Beugnet. Enfin, vous voyez, on n'est pas forcément sur une opération propre à 440 000 balles. On est mis plus sur plusieurs petites opérations cohérentes en soi, qui donnent du sens à la démarche et du coup qu'on est capable de valoriser auprès de l'Europe pour obtenir une subvention à hauteur de 70 000 euros. C'est la globalité en fait qu'on a fait valoir auprès de l'Europe. Et c'est pas forcément une opération nouvelle sortie d'un chapeau. Des remarques à ce sujet? Des questions? Aucune qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les dernières délibes, alors c'est celles qui ont rendu nécessaire notre conseil municipal de ce soir, la délibération 5.1 et la délibération 5.2, je le disais en préambule, portent sur la possibilité qu'on pourrait s'accorder, en sachant qu'on n'a pas vraiment le choix, mais si vous avez des questions à ce sujet, j'y répondrai, d'adhérer, on a déjà eu l'occasion d'en parler, d'adhérer au groupement de commandes dont le chef de file est le centre de gestion du Pas-de-Calais, et qui porte sur toutes les questions d'assurance, que ce soit les complémentaires santé, que ce soit sur les assurances statutaires. Alors la première délibération, la 5.1, porte sur l'adhésion à la convention de participation du centre de gestion sur le volet prévoyance de la complémentaire santé auquel la ville était déjà adhérente. Et il s'avère que, pour faire court, la prévoyance aujourd'hui, c'est le deuxième volet donc, de la complémentaire santé. Vous avez une mutuelle d'un côté, vous avez la prévoyance de l'autre côté qui prend en charge les arrêts maladie, la validité, les retraites aussi, les décès, enfin bref, qui traite ce genre de choses. Et aujourd'hui, au vu de la sinistrabilité qu'on a eu l'occasion d'évoquer, à l'échelle nationale, et pas que départementale et encore moins locale, mais une sinistrabilité grandissante, a généré de la part de Sofaxis, qui était l'assureur en place, une clause de revoyure quant à l'accompagnement. Donc évidemment les termes du contrat ont changé, l'accompagnement a changé aussi. Alors c'est des délibres qu'on voit passer partout dans toutes les communes, qu'on voit passer également à la CAC, qu'on va voir passer à la CAC lors du prochain conseil communautaire, mais cette clause de revoyure, qui se fait
au détriment, bien sûr, du bénéficiaire, hein, puisqu'aujourd'hui, à cotisation égale, rien que dans le cadre du volet prévoyance, l'agent sera accompagné à hauteur de 85% quand il l'était à 90-95% avant. Donc, place de revoyure liée à la sinistrabilité. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup plus de possibilités, si ce n'est que de poursuivre l'aventure ensemble, si je puis dire, au sein de ce groupement de commandes avec Sofaxis donc, et le centre de gestion 62. Donc voilà, c'est la première délibération 5.1 porte sur cette possibilité d'adhérer donc à la démarche, hein, que j'ai essayé de rendre la plus compréhensible possible sur le volet prévoyance. Et la 5.2, elle, porte sur une adhésion cette fois-ci. Les causes sont les mêmes, hein, une sinistrabilité grandissante, on a eu l'occasion de l'évoquer, qui incite justement, alors là, c'est la CMP qui était l'assureur en place, hein, la CMP à revoir ses conditions, à dénoncer le contrat et en proposer un autre dans le cadre du groupement de commandes. Donc on parle cette fois-ci de l'assurance statutaire, donc là aussi l'assurance statutaire, pour faire court, hein, on ne va pas rentrer dans le détail des contrats, bien que là aussi il ne se faut pas au bénéfice des agents, mais plutôt à leur détriment. L'assurance statutaire permet d'être remboursé quand il y a des malades, ici au sein de la collectivité, qu'on continue, heureusement, bien sûr, de rémunérer. Donc, un nouveau contrat qui est proposé dans le cadre du groupement de commandes, une sinistrabilité grandissante qui, comme comme on peut le rencontrer au quotidien, dans notre quotidien parfois, quel que soit le contrat d'assurance qu'on signe, évidemment quand la sinistrabilité augmente, le contrat augmente aussi, donc il y aura une incidence bien sûr sur notre cotisation, hein, puisque le contrat prend 36 000 euros en plus. Alors par contre, le calcul a été fait, hein, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est toujours plus intéressant, évidemment, de s'assurer plutôt que de prendre le risque de ne pas le faire et de rembourser les agents sur la cotisation qu'on ne paierait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on pourrait ne pas cotiser et compter sur ces économies-là pour rembourser, pour payer les agents qui seraient malades. À l'inverse, quand on fait le calcul, on se rend compte que bien sûr l'assurance est encore à notre bénéfice et il vaut mieux s'assurer pour pouvoir être remboursé des émoluments qu'on paye à nos agents. Voilà, donc plus 36 000, une nouvelle adhésion dans le cadre justement d'une révision des termes de ce contrat établi dans le cadre d'un groupement de commandes porté par le centre de gestion 62 et qui concerne toutes les communes, toutes les collectivités, puisque je n'ai pas le chiffre en tête, hein, mais je pense que beaucoup de communes, en tout cas, adhèrent à ce groupement de commandes et elles ne partent pas de seules à l'aventure. Puisque le principe d'un groupement de commandes, quand même, c'est de mutualiser, de rationaliser, hein, et de faire un peu d'économie, même si on a parlé de surcoût ici. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Aucune. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération 5.3 et la 5.4. Alors, la première porte sur la création d'un emploi PEC, hein, parcours emploi compétences, emploi d'insertion, notre politique, souvent je la fais valoir, hein, donc on est sur un PEC qu'on pourrait, si vous m'en donnez l'autorisation, de signer et qui permettrait d'insérer une personne, de mettre le pied à l'étrier d'une personne sur un poste d'agent d'entretien. Et le 5.4, on est sur la reconduction cette fois-ci. On est sur la reconduction d'un poste. Alors, je n'ai plus ça en tête. La 5.4, c'est pour la salle des fêtes et 5.3 pour nos écoles ou vice-versa. La dernière, c'est la cantine. 5.4, c'est pour la cantine et 5.3, c'est pour la salle des fêtes. Voilà, mais on est sur des postes d'agents d'entretien. On est sur le même dispositif, si ce n'est qu'il y en a une qu'on se propose de reconduire, parce que ça a été aussi tout le temps notre ligne de conduite, hein, c'est qu'à partir du moment où la personne donne satisfaction et à partir du moment où on est en capacité de renouveler son contrat, on le fait. Donc c'est le cas rencontré pour la délibération 5.4 et pour la délibération 5.3, on est sur un nouveau poste. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Elle est utilisée moins pour la cantine, tous les jours, puisque Voltaire, donc c'est 150 gamins qui déjeunent. Alors oui, effectivement, il n'y a pas en cette période beaucoup de banquets, beaucoup de mariages, bien que les locations sont encore possibles, même si elles sont hyper encadrées, et donc elles refroidissent
la plupart des demandeurs, hein, ça c'est certain, mais avec la cantine, c'est 150 gamins, au même titre d'ailleurs que toutes les autres salles, puisque si elles ne sont pas utilisées, et vous avez vu comme moi toutes les animations, toutes les manifestations qui ont pu être annulées, rien qu'au Plantier par exemple, c'est des assauts de danse, c'est des assauts donc, de gym qui nécessitent quand même un entretien régulier, enfin voilà, et la maison de quartier de l'Auflarde, enfin c'est un poste polyvalent d'abord, hein, qui n'est pas uniquement consacré qu'à la salle des fêtes, mais aux salles des fêtes, si on peut les appeler comme ça, même si on a la grande et les plus petites. Hein. Mais ouais, si elles sont utilisées quand même, au moins par les assos et par la cantine. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des interférences. Enfin bon, bref, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques, d'autres questions à ce sujet sur ces postes-là. Donc une reconduction et une création. Là, c'est la délibération 5.3, 5.4 que je vais vous proposer de voter en même temps. Qui est pour? Adoptées toutes les deux à l'unanimité. Voilà, et délibération 5.5, la dernière, fixe les modalités de mise en œuvre du télétravail. Alors vous savez qu'il y a eu un avant-confinement avec du télétravail qui relevait du droit commun, hein, une possibilité qui était donnée à chacun des agents, mais aussi dans le privé, hein, de faire du télétravail. Alors dans une logique à l'époque, avant le confinement, comme je le disais, alors un peu plus environnementaliste, hein, on ne cesse de dire que nos autoroutes sont surchargées, que les transports coûtent cher, que ça pollue, et donc c'était dans cette logique-là que s'inscrivait le télétravail, hein, pour moins dépenser sur la route et moins polluer. Est venue là-dessus se superposer la crise sanitaire et notamment le premier confinement où c'était branle-bas le combat et il fallait que chacun reste chez soi et ça relevait un peu du bricolage et je le dis d'autant plus que cette charte aujourd'hui est là pour venir un peu plus encadrer le télétravail parce qu'évidemment il y a eu des effets d'annonce, hein, à la télé, ça l'a rendu obligatoire à hauteur de 2 jours et demi, 3 jours par semaine, c'est ça l'a rendu obligatoire à hauteur de 3 jours par semaine. Encore faut-il que les agents qui en font la demande aient une charge de travail adaptée au télétravail. Alors je vais volontairement être très réducteur, hein, mais vous imaginez bien qu'un agent des espaces verts ne peut pas faire du télétravail. C'est l'exemple le plus facile que j'ai choisi, mais qui permet au moins de comprendre les choses. Et du coup, cette charte vient encadrer, alors d'abord sur les droits, hein, de l'agent, puisque à charge pour nous de mettre les conditions et de répondre favorablement à ceux dont la tâche serait adaptée au télétravail et donc d'y répondre, comme je le disais, favorablement. Mais il y a aussi des devoirs, bien sûr, de la part de l'agent, puisque c'est une tâche, bien sûr, qu'il accepte de faire chez lui. Et qui en l'occurrence n'est pas faite en situation de travail, en milieu professionnel. Donc on reste bien dans un contexte de travail, de production, bien sûr, et enfin voilà, là je ne vais pas tomber dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette charte, mais elle vient aussi encadrer les obligations qui incombent, bien sûr, à l'agent, hein. On ne profite pas du télétravail pour garder ses enfants, on ne profite pas du télétravail, alors là aussi, hein, je suis très péjoratif, réducteur dans mon propos, mais on ne profite pas du télétravail pour faire des travaux chez soi. Enfin, c'est vraiment le bureau qu'on transpose chez soi pour être dans des conditions idéales et prendre en compte ces enjeux sanitaires qui nous pèsent encore sur la tête, sur les épaules aujourd'hui. Donc voilà, cette charte, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, elle a été présentée en comité technique, elle a été acceptée en comité technique, hein, peut-être préciser que elle ne concerne du coup, que le télétravail ne concerne que 6-7 agents ici au sein de la mairie dont les tâches étaient parfaitement adaptées à raison de 1 ou 2 jours, hein, quand je parlais tout à l'heure voilà, des 3 jours maxi qui peuvent être proposés dans le cadre du droit commun, mais qui, ici à Le Forêt,
ne porte que sur 2 jours et demi, puisqu'il y a la durée de travail, bien sûr, hebdomadaire qui entre en compte. Donc c'est bien 2 jours et demi maxi qui sont proposés ici aux agents de la collectivité. Ça concerne en fait pas beaucoup de monde parce qu'on est une petite collectivité avec une polyvalence qui est demandée. Et donc cette polyvalence fait que la présence ici au bureau est aussi nécessaire. Donc ce qui fait que personne n'est allé au maxi des possibilités qui sont accordées à travers cette charte, bien que 6, 7, 8 agents s'y sont retrouvés à travers cette possibilité-là qu'ils avaient d'assumer, d'assurer certaines de leurs tâches chez eux. Voilà, des questions sur cette charte. Oui, tout à fait. Ben, alors aujourd'hui, alors c'était 50 000 euros. C'était 40 hors taxes. Oui, alors effectivement, il y a une délib qui vous a été présentée et qui permettait, là aussi de manière collective et portée par la CAC, de présenter un projet sur le numérique de manière bien plus large à l'échelle de la ville. Donc il y avait le télétravail, il y avait aussi tous ces nouveaux moyens qu'on pourrait s'accorder pour rendre les séances du conseil municipal plus accessibles, pour travailler sur la visio. Enfin bref, c'est de nouvelles techniques de travail qui ont émergé du confinement. Et puis le dernier aspect de ce dossier qui était présenté, c'était sur l'équipement des écoles, puisqu'on travaille en permanence sur une amélioration de ce qui peut leur être proposé, bien qu'aujourd'hui des tableaux interactifs, des vidéoprojecteurs, des ordis, etc. Enfin, toutes les écoles en ont, mais on peut toujours améliorer leur niveau d'équipement, on en est conscient. Donc c'était un dossier bien plus global qui estimait à combien 70, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était 70 000, et qui intégrait effectivement cette possibilité d'optimiser le télétravail. Parce que si vous lisez la charte, ou même la délib d'ailleurs, je ne suis pas rentré moi dans le détail en préparant ce conseil municipal, mais aujourd'hui on est dans une logique de mutualisation, par exemple, où comme le télétravail ne concerne pas tout le monde au même moment, on se prête l'ordi. Et donc on est quand même logiquement en droit, en devoir de fournir à tout le monde un ordi avec les bons logiciels. Vous savez que la comptabilité, les ressources humaines, les finances ou que sais-je encore nécessitent des logiciels bien particuliers. Donc c'était là-dessus que portait le dossier. Alors aujourd'hui on est sur une logique de mutualisation et on arrive à sortir. Et en plus, comme je le disais, on n'a pas une énorme pression sur nous, puisque c'est 6-7 qui en ont fait la demande sur des tâches bien spécifiques. Mais si, après le confinement, sur du droit commun, ça venait à se généraliser, à s'étendre, il faudrait faire face à de nouveaux besoins, d'où l'objet de ce dossier de subvention qui a été donc globalisé par la CAC et présenté auprès de l'Europe. Voilà. On n'a pas voté, je pense. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Donc, il ne me reste plus que à vous saluer, à vous remercier pour votre participation. Alors, peut-être 2 infos à vous donner. C'est les 2 dates, les dates des 2 prochains conseils municipaux. J'évoquais le ROB et le BP. Donc, le rapport d'orientation budgétaire sera présenté par Jérôme le 8 mars prochain. Et donc, le budget prévisionnel principal sera présenté le 5 avril. Voilà, c'est les 2 dates des prochains conseils municipaux. D'ici là, on aura peut-être un peu d'occasion de se voir dans quelques manifestations qui persistent à être menées. C'est vrai qu'on est sur un calendrier, je le disais au début de cette réunion, grandement allégé à nos dépens, mais bon, voilà, il paraît que 2022 sera l'année de la sortie de crise. Donc c'est ce que je vous souhaitais en début de réunion et c'est ce que je vous souhaite en guise de conclusion à la fin de ce conseil municipal. Je n'ai plus rien d'autre à rajouter, on n'a rien oublié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour. Merci.